Qui est intitulé donc de BD à Thirion, le nanisme entre histoire et imaginaire. Alors, le titre de cette table ronde avait donné lieu à des débats. En fait, on va parler de deux choses qui étaient très difficiles à réunir sous un même titre. On va parler de la question des nains, mais qui renvoie, je le dis tout de suite en introduction, à deux réalités qui sont totalement différentes, puisqu'on a des personnes souffrant de nanisme, d'une pathologie, en fait, famille, une grande famille, une grande variété d'origine à ces pathologies. Et puis on a, sous le même terme, dans la plupart des langues européennes, que ce soit les langues dérivées du grec puis du latin, de Nanus, ou que ce soit pour les langues dérivées de la racine vergue, on a dans la plupart des langues européennes le même terme. Et donc c'était ça justement que l'on souhaitait interroger dans cette édition des Imaginales qui est placé sous le terme de hors norme, puisque justement on est nain dans les deux cas, mais dans un cas on est hors de la norme, lorsqu'on souffre d'une pathologie, et dans l'autre cas on est dans la norme de son peuple. Alors on peut discuter pour savoir si ce peuple il est hors de la norme des peuples humains, mais c'est vraiment ça qui nous semblait intéressant. On ne souhaitait pas forcément aborder qu'un aspect ou l'autre, et donc on va en fait déborder sur ces deux entrées, c'est-à-dire à la fois du point de vue historique et d'imaginaire, à la fois les personnes souffrant de nanisme et aussi la question des peuples nains. Ceci étant dit, je vais présenter nos différents intervenants. À ma gauche, Maude Pérez Simon, qui est donc maître de conférence en littérature à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. À sa gauche, Justine Breton, qui est donc maître de conférence en littérature à l'Université de Nancy. C'est parce que j'ai l'habitude de dire beaucoup, donc ça va très vite à dire maintenant. Et Laurent Di Filippo, oui, de Lorraine, de Lorraine, tu as bien fait de me reprendre. Laurent Di Filippo, qui connaît bien ça, parce qu'il est lui aussi maître de conférence à l'Université de Lorraine, même si c'est pas sur le site de Nancy pour le coup, mais à Metz, sur les questions de médiation, et spécialiste notamment des mondes scandinaves. Et bien sûr, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, peut-être pour le point de démarrage, finalement, j'ai envie de vous poser une question qui est simple en apparence, mais très compliquée sans doute en réalité. À partir de quand voit-on dans la littérature apparaître des personnages de nains? Depuis qu'on a de la littérature. Voilà, merci d'être venu. Non, mais effectivement, tu prends la littérature médiévale, dans les romans de chevalerie, on va déjà avoir des nains qui ne sont pas encore les peuples de fantaisie qu'on va avoir par la suite, mais on a des personnages atteints de nanisme, qui sont qualifiés de nains dans les textes, et qui vont très vite être associés à des connotations morales. Dans la littérature du Moyen-Âge, il y a très vite une façon de penser que le handicap, voilà, une forme de hors-norme physique, c'est une façon pour le corps d'exprimer un vice moral. Donc il y a l'idée que globalement, si un personnage est nain, c'est parce qu'il est corrompu à l'intérieur. Voilà. C'est quelque chose qui reste beaucoup dans l'imaginaire aujourd'hui, quand on va avoir les méchants qui sont moches et les héros qui sont séduisants. Voilà. C'est le même principe, c'est un héritage de ça. Et donc on va avoir tendance, dans la littérature médiévale, à avoir des nains qui conduisent des calèches ou des trucs comme ça, mais qui sont méchants. Voilà, c'est des petites boules de nerfs et qui sont fourbes parce qu'il y a une cohérence entre le physique et les valeurs qu'ils incarnent. C'est encore une fois un cliché, mais la littérature de chevalerie... Oui, on va le redire, on va l'affirmer très fortement. On vous dépeint, pour toute cette période, une réalité telle qu'elle est décrite. Donc oui, on va décrire beaucoup de clichés, ça ne veut pas dire qu'on les relaie, je le répète. Grosse précaution de non, mais vaut mieux dire les choses. Non, mais c'est vrai, effectivement. Et c'est la pensée médiévale qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc il faut aussi se replonger dans leurs propres références et comprendre que, oui, aujourd'hui, ça nous paraît extrêmement problématique, mais c'est pour ça que les chevaliers sont tous grands et beaux et tout ce que vous voulez, et que les méchants sont tous difformes d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils sont nains, soit parce qu'ils boitent, soit... Voilà. Dans la littérature arthurienne, par exemple, c'est assez typique. On appelle ça l'isomorphisme. Ils ont l'intérieur correspond à l'extérieur. Beaucoup plus pratique pour juger les gens. Tu sais qui tu as affaire. Qu'en est-il dans les traditions? Tu nous as parlé là plutôt donc, de la matière de Bretagne, Justine. Qu'en est-il dans les traditions scandinaves?
Alors c'est un poil plus complexe parce que chez les Scandinaves, les nains sont pas forcément petits comme on les imagine aujourd'hui, et surtout en fait on impose un terme qui est le nôtre de nain sur d'autres termes, notamment tu as dit les Zwerg allemands, dwarf en anglais ou les Verjar en vieux norrois, qui renvoient pas forcément la même chose. Donc il y a tout le problème des traductions. On a fait des nains, mais est-ce que ça correspond pas à ce que nous on imagine être des nains aujourd'hui, surtout à cause de la fantaisie et de Tolkien, justement comme c'est des créatures petites, trapues, alors, dans les mines, ça on va pouvoir y revenir, c'est souvent aussi des forgerons qui travaillent la terre, le métal, etc. Alors déjà il y a ce problème. Est-ce que les termes déjà, tu peux nous dire, est-ce qu'ils désignent plutôt des individus ou est-ce qu'on est déjà sur un peuple vraiment différent? Est-ce qu'on arrive à le déterminer ou est-ce que c'est compliqué? Encore une fois, c'est plus complexe parce qu'en fait, c'est un type de créature, souvent, mais comme des fois on dit qu'ils habitent au Svartalfheim, donc le royaume des elfes noirs, déjà on mélange souvent, enfin il n'y a pas une scission aussi nette entre elfes, nains, c'est des créatures fantastiques qu'on désigne comme ça. Souvent ça renvoie à celles qui vivent dans le sol, comme je disais, c'est lié à la terre. En fait ça on le note surtout parce que dans la cosmogonie, en fait quand les dieux ont tué Ymir, le géant originel, c'est à partir des vers qui sont dans ce corps, donc les asticots, qui sont dans un corps mort, auxquels les dieux ont donné une autre forme de vie. Ouais. En fait, ces asticots, on en fait les nains. Enfin, les dieux en font les nains. Enfin, les Verja. Et du coup, ils restent vivre sous terre. Donc, on a ce terme-là. Et plus tard, en fait, quand Loki doit aller refaire la chevelure de Sif qu'il a coupée lui-même, et donc il dit maintenant il va falloir trouver quelque chose pour réparer ça. Il va à Svartalfheim, donc le royaume des elfes noirs, et là il rencontre des nains Verja pour créer des objets, dont la chevelure de Sif. Donc c'est flou en fait, il n'y a pas de séparation aussi nette qu'on peut faire aujourd'hui entre les catégories, les types de créatures. On sait que c'est des créatures fantastiques. En fait, il y a quand même une histoire de la pensée qui a évolué, c'est-à-dire que depuis Carl von Linné et toutes les taxonomies de la nature qu'on a pu faire, on voit aussi le monde différemment, et on a tendance à beaucoup plus classifier des choses qui, au Moyen-Âge, n'étaient pas séparées de manière aussi nette. Donc calquer le vocabulaire contemporain sur des œuvres passées, il y a des risques de confusion entre toutes ces créatures-là, tout comme ce qu'on appelle les géants, les trolls et autres, et même des fois les géants et les nains, tout ça, ça peut être mélangé. Justine, Maud, en préparant, j'ai lu que dans certains textes du Moyen-Âge, c'était même parfois difficile de trancher pour savoir si le terme était utilisé pour désigner une personne atteinte de nanisme ou au contraire un être surnaturel. Ça veut dire qu'on a, tu le disais, une confusion, le nain n'est pas forcément petit, il n'y a pas vraiment de barrière entre nain et elfe. Ça veut dire que si on regarde l'origine du terme, ce qui nous livre cet héritage, bien sûr, on viendra ensuite à comment on arrive aux représentations actuelles. Il y a quand même vraiment beaucoup d'ambivalence et surtout il y a beaucoup de difficultés à distinguer les choses. Alors, dans les textes que je connais, pour moi c'est pas si difficile de les distinguer parce que comme le disait Justine, les nains sont vraiment ceux qu'on appelle nains dans les textes en ancien français sont d'emblée désignés comme bossus et laids. Et on s'adresse à eux en disant tu es laid, et donc tu as tort, et donc voilà. Et on les distingue vraiment des personnages qui sont petits. Et après on se demande pourquoi ils sont agressifs. Mais le premier truc qu'on leur dit, c'est vraiment moche quand même. On est dans le donjon de Nelbeck. Mais c'est comme ça, franchement. Et dans le Conte du Graal, par exemple, il y a un petit chevalier dont on dit il n'est soit mi-fait comme un nain. Donc il est petit, mais ça n'est pas un nain. Ou il y a par exemple Oberon dans le monde de Bordeaux, qui a donné le Oberon dans Shakespeare, qui était un homme de petite taille dans le monde de Bordeaux, et on dit bien que ça n'est pas un nain, et qu'il est très beau, et qu'il est bien proportionné, et qu'il est le roi du peuple Faé. Et donc, dans les textes que je connais, il n'y a pas forcément de confusion. Je sais pas si... Par contre, le terme utilisé est différent, oui. Ou on utilise oui, on utilise nain pour ceux qui sont vus de manière très péjorative. Mais tu vas avoir en fait effectivement, tu disais, est-ce que c'est difficile? Au Moyen-Âge, on ne se pose pas la question de classifier, justement, c'est ce que Laurent disait, c'est que pour eux, c'est pas difficile parce qu'on ne se pose pas cette question. Tout comme dans un tout autre registre, dans les textes de chevalerie ou autres, on ne va pas forcément parler de la couleur de peau des personnages.
Ça, c'est des classifications que nos époques contemporaines ont fait, enfin modernes surtout, et on ne se pose pas la question, on va plus s'intéresser à la religion par exemple d'un personnage. Ça va faire une distinction entre les gens. Mais la question du nain en tant que soit qu'individu, soit que peuple, ou des choses comme ça, on a beaucoup de ces personnages qui vont être des passeurs. Je parlais des nains qui transportent des carrioles ou qui mènent des charrettes, si vous voulez. C'est des gens qui transportent et qui sont au niveau d'un pont. On parlait des trolls aussi, voilà. C'est des figures un peu de passage. Et c'est comme quand un chevalier croise une demoiselle dans la forêt. On nous dit c'est une demoiselle. Voilà, c'est les termes, une pucelle, c'est les termes qui vont revenir. Mais il y a une espèce de code qui explique que si c'est un personnage qui est dans la forêt, en gros, il vient d'un autre monde, un espèce de monde merveilleux, un au-delà très, très flou, très difficile à situer géographiquement un peu pour nous. Et en fait, il y a un peu cette idée-là, c'est que ce sont des créatures très ambivalentes, mais qu'on va décrire avec les termes que nous on connaît, donc demoiselle, même si c'est une fée, ou nain, sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est, on va dire, un être humain ou est-ce que c'est une créature qui vient d'ailleurs. On ne se pose pas la question, ce qui va intéresser, c'est l'interaction qu'on a avec ce personnage et notamment la quête, l'aventure que ça va permettre derrière. Et quelle fonction ils remplissent dans le récit? Est-ce qu'ils ont des rôles assignés, faire un peu toujours la même chose, ou est-ce qu'au contraire, on les trouve dans des fonctions qui sont plus diversifiées? C'est vraiment des êtres de la marge qui du coup sont là un petit peu comme des connecteurs logiques, ils vont accompagner. Par exemple dans Yvain, le géant est accompagné par un nain qui maltraite les chevaux dont il a la garde. Dans Lancelot, tu disais, le nain conduit une charrette et c'est lui qui va emmener Lancelot à la recherche de Guenièvre. Donc c'est vraiment des outils, des messagers, des accompagnateurs, des conseillers, des observateurs. Et en cela, ils inquiètent. Ils inquiètent parce qu'ils viennent toujours d'un autre monde pour nous chercher, nous emmener ailleurs. Ou alors ils espionnent les amants. Et donc ils peuvent dénoncer les amants. Donc voilà, des êtres à la marge, mais qui vont intervenir souvent Et donc dans des rôles un peu ambivalents, à la fois qui aident, mais en même temps qui peuvent être source d'inquiétude et de crainte. Voilà, par exemple, donc, Lancelot, on l'appelle le chevalier à la charrette. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on l'appelle le chevalier à la charrette, je vais rappeler rapidement. Mais, donc Guenièvre est enlevée à la cour du roi Arthur, et donc des chevaliers se lancent à la poursuite de celui qui l'a enlevé, parmi lesquels un chevalier complètement inconnu à l'époque, aussi bien des lecteurs que du royaume arthurien, dont on apprendra plus tard qu'il est Lancelot. Et il est sur un cheval, parce que c'est un chevalier et censé être sur un cheval, et il croise un nain qui conduit une charrette, et le nain lui dit à lui et à Gauvin, si vous voulez savoir où est la reine, il faut monter dans la charrette. Et en fait c'est terrible de monter dans une charrette pour un chevalier, parce que c'est perdre son statut de celui qui conduit le cheval à être conduit par quelqu'un d'autre, et en plus par un nain. Donc c'est la déchéance absolue. Et Gauvin il dit, ah non, je vais pas monter dans la charrette, c'est Gauvin. Et Lancelot, eh bien, il hésite le temps de faire un pas, et puis finalement, il monte dans la charrette. Et petit spoiler, mais à la fin, quand il découvre Guenièvre, beaucoup plus tard, elle lui fait la tête, alors qu'il a vraiment tué plein de choses et tout pour elle, et elle lui dit, tu as hésité le temps d'un pas. Il a sacrifié toute sa réputation, il a combattu des choses incroyables, et elle boude parce que, quand même, t'as hésité pendant 4 secondes. J'adore ce passage. Et donc le nain, voilà. Et il est envoyé par le méchant qui a fait enlever Guenièvre, donc Éméléagan, qui est parfois interprété un peu comme une figure infernale. Et donc le nain serait l'espèce de passeur aussi entre le monde des morts en fait et le monde des vivants. D'où peut-être ce lien avec le monde souterrain que l'on a chez les Scandinaves. Oui, parce que déjà il y avait le lien avec la mort, parce que c'est les vers qui mangent les morts et qui vivent sous terre, et en fait il y a toujours un lien avec la mort. Ça, alors, vous avez le livre de Claude Lecouteux qui est disponible à côté, il en parle très bien en fait de ce rapport entre les nains et la mort. Ça renvoie toujours à la vie sous terre, donc on enterre les morts. Et il y a aussi dans le mot Veria, ça renvoie souvent à l'idée d'être tordu, justement, soit comme des asticots, soit de la position dans laquelle on enterre les morts, parce qu'on les met en position fétale, donc on les met en fait de manière tordue sous terre. Donc il peut aussi y avoir ce lien-là. Alors c'est une étymologie, hein, on n'est jamais sûr totalement. Ça peut faire le lien aussi. Et donc le lien avec ce qui est sous terre qu'on va retrouver dans la fantaisie, est-ce qu'on a déjà des liens alors avec le feu ou avec le métal qui va donner cette grande tradition ensuite des nains forgerons? Est-ce qu'on a déjà dans les traditions scandinaves et puis dans la littérature européenne des éléments en ce sens?
tourné vers les Scandinaves. Oui. Donc oui, mais alors ça répond aussi un peu à la question que tu as posée avant. En fait, ils ont plusieurs fonctions suivant les récits, parce qu'il y a effectivement la fonction de forgeron, et c'est eux qui vont forger les plus beaux outils et attributs des dieux, dont Mjolnir qui est le marteau de Thor, Gungnir la lance d'Odin, Draupnir qui est le fameux anneau d'Odin qui égoutte d'autres anneaux identiques à toutes les nouvelles lunes. Le bateau de Freyr qui est aussi un bateau qu'on peut plier jusqu'à mettre dans sa poche, alors c'est pratique pour le transporter et puis passer ailleurs. Et le Vera d'or de Freyr aussi, donc, qui tire son char. Et donc c'est eux qui forgent tous ces objets-là. Je pourrais raconter les histoires si vous voulez après. Donc ça c'est une fonction. Et donc effectivement il y a toute une histoire autour de la forge du marteau de Thor, où en fait Loki qui a pris un pari avec les deux nains, Brock et Eitri. En fait, il leur soumet un challenge de faire mieux que les autres objets, et du coup, il met sa tête en jeu. Et une fois qu'il a fait ça, et qu'il voit qu'ils vont réussir, il dit merde, je risque de perdre ma tête, et du coup, il va se transformer en mouche, et il va pas arrêter de piquer le nain qui tient le soufflet pour faire en sorte qu'ils ratent finalement leur forge. Alors, ils y arrivent quand même, et malgré ça, ils forgent Mjolnir, donc ça montre l'excellence des forgerons. Donc, ça, c'est une fonction. Mais à côté, on a notamment dans la Volsunga Saga, c'est l'histoire de Sigurd, le tueur du dragon Fafnir, où là aussi, au début, enfin, tel que c'est raconté dans la saga ou dans l'Edda en prose de Snorri, parce qu'il y a plusieurs versions de cette saga, en fait, les dieux ont d'abord affaire à des nains, et ils tuent. Alors les nains, là, ils peuvent se transformer en animaux, souvent, et en fait, ils tuent une loutre pour récupérer sa peau, sauf qu'il se trouve que. Et après, ils vont dormir chez des gens, sauf qu'il se trouve qu'en fait, la loutre, enfin, chez les nains, c'était un des frangins qui s'était déguisé en loutre, et quand il le repère, il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc il les attrape, il les attache, il les menace, il leur dit bah, vous avez tué notre frère et notre fils, parce qu'il y a le papa et les deux garçons. Ouais, et il dit bah maintenant faut payer le tribut, parce que quand il y a un mort, il y a une tradition chez les Scandinaves, c'est si on tue quelqu'un de la famille, soit il y a vengeance et on tue en retour, soit on paye un tribut. Et là le tribut c'est que la peau de la loutre soit recouverte d'un tas d'or. Donc ils envoient Loki chercher ça, qui va faire encore chercher un autre nain pour lui piquer son trésor. Et le nain va maudire le trésor. Il donne d'abord tout son or, et ça suffit pas parce que Loki voit qu'il a encore un anneau qui lui reste. Et ça va être le fameux anneau qui donnera la légende pour les Nibelungen aussi, c'est le même. Et en fait, il dit non, je veux garder mon anneau. Loki le prend quand même de force, et donc il maudit le trésor. Et à partir de là, ça va rencontrer toute l'histoire des Volsung, une histoire tragique. Et donc il ramène ça, il recouvre la loutre d'or enfin la peau de loutre, et puis en fait il y a juste encore une moustache qui dépasse, et ça fait que l'anneau va servir à couvrir le dernier fil de moustache. Donc là les dieux sont libérés, donc l'histoire continue sans eux, et en fait parmi les deux fils, il y a un nain qui s'appelle Regin et l'autre qui s'appelle Fafnir. Et donc ils vont déjà buter leur père pour prendre le trésor, et puis après c'est Fafnir qui va le garder, il va se transformer en dragon pour garder le trésor, ce trésor maudit. Et Regin, lui, va élever en fait Sigurd, donc un des descendants des Volsung, et il va lui faire tuer son frère. C'est pour ça que Sigurd va devenir le tueur du dragon Fafnir, qui en fait est un nain à la base. Et là, c'est une toute autre fonction à la fois. Alors, Snorri il réécrit, parce que cette histoire-là, par exemple, on l'a pas dans la version allemande de la chanson des Nibelungen, donc on ne sait pas si c'est un truc spécifiquement scandinave, le lien avec les dieux. Par contre, ça a été repris du coup par Wagner. Mais on voit que du coup, c'est pas la fonction tellement de forgeron, mais plutôt déjà, il y a un peu d'opposants aux dieux. Enfin, c'est un autre peuple qui vit là et avec qui les dieux s'entendent plus ou moins bien, mais en tout cas qui ont des trésors et qui sont riches. La notion de trésor. Ouais, la notion de trésor est là, et du coup, c'est tous les joyaux, tout ce qu'on trouve, toutes les richesses, en fait, ça c'est lié aux nains. C'est aussi un truc qu'on va retrouver chez Tolkien. Et puis cette question de pouvoir cette capacité surnaturelle de pouvoir se transformer en animaux. Donc des liens avec la nature, des liens avec la magie, c'est des êtres féeriques, donc de toute façon, ça utilise la magie. Oui, alors que nous, ils sont pas du tout liés à la forge, au métal, et ils se métamorphosent pas. Et est-ce qu'on a d'autres peuples qui sont, eux, liés au monde souterrain, au métal, et qui auraient pu fusionner ensuite dans les traditions? Je pense à ce qu'on a, mais peut-être dans des traditions plus locales ou plus tardives, avec ces petits peuples des mines, des choses comme ça qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a des prémices de ça dans les textes médiévaux ou pas du tout? Est-ce que c'est des choses qui sont absentes? Pas vraiment en tant que tel, parce que déjà une grosse partie de la littérature médiévale qu'on a conservée, c'est quand même avec une énorme influence chrétienne, et donc tout ce qui est sous terre, c'est aussi très rapidement associé au diable. Donc c'est forcément négatif.
Donc il y a cet élément de lecture-là. Après, on a des folklores locaux, notamment en Europe de l'Ouest, sûrement ailleurs, mais pour ce que je connais le moins mal. On va avoir mais c'est plutôt des peuples associés, je vais en dire, au ras du sol. Et tout ce qui est petits peuples et peuples petits, je vais utiliser les deux termes, qui vivent pas tant sous terre que qui vont vivre dans les fleurs, qui vont vivre dans les rochers. Voilà. C'est plus qui vont être associés à la nature. On va parler de lutins, on va parler de trolls, on va parler de gnomes, selon les traductions, selon les traditions aussi. Donc on a ces éléments-là, mais qui ne sont pas sous terre. En fait, après, pour avoir des créatures qui vivent sous terre, il faut vraiment attendre le développement de la fantaisie à partir du 19e et surtout au 20e siècle. Et là, on va avoir, effectivement, tu mentionnais tout à l'heure, cette influence de Tolkien qui a été décisive, parce qu'on a à la fois le peuple des nains et, j'ai envie de dire, une forme de variante qui sont les hobbits, qui sont également un peuple petit qui vit sous terre. Donc on va retrouver, en fait, Tolkien va piocher dans différents imaginaires pour créer des peuples là très différents et qui vont avoir différentes caractéristiques, plus ou moins magiques, plus ou moins associées à la nature, mais avec, j'ai envie de dire, différents tempéraments aussi. On a localement, certains étaient peut-être là l'année dernière, on a reçu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Gérard Lézère, qui est un folkloriste qui connaît très bien les traditions. Et on remonte sur les périodes du XVIe siècle, c'est-à-dire on a des sources sur les mineurs qui exploitent les mines pour les ducs notamment. On a quand même une tradition de peuples, alors qui prennent des noms variés, de kobolds, avec lesquels on peut passer des transactions, avec qui il faut mieux être réglo, etc. Tu leur laisses des offrandes. Et donc qui sont, je dirais, un substrat peut-être complémentaire pour en référence. Ça, tu vas en avoir beaucoup aussi en Irlande, en Écosse. Voilà, on a des différentes traditions de populations. C'est des créatures, c'est en même temps des peuples. Tu parlais des peuples faés, des peuples fées. Voilà, c'est des êtres, on ne sait pas toujours, ils viennent d'un autre monde, mais on ne sait pas quel est cet autre monde. Et ils vont permettre d'avoir, voilà, si on leur laisse des offrandes régulières, ils vont permettre d'avoir toujours à manger, d'avoir toujours des bonnes récoltes. Et au contraire, quand on oublie de les nourrir ou quand on déplace leur maison, ne jamais déplacer les rochers en Irlande, grave erreur stratégique, ils vont pouvoir vous causer tout un tas de problèmes. L'équivalent de malédiction qui peut aller de ruiner des cultures à simplement vous cogner toujours l'orteil dans une table. Voilà, c'est tout aussi agaçant quand même. Je vais revenir sur le titre de la conférence de Bébé à Tyrion. Alors Tyrion, je pense qu'aux Imaginales, à peu près tout le monde le situe, donc on y reviendra, mais plutôt à la fin. Bébé peut-être moins. Bébé, c'est un nain historique, Nicolas Ferry, qui est grandi, qui est né en Lorraine ou dans le sud de l'Alsace, dans le massif des Vosges, on va dire comme ça, il y a moins de débat, et qui a été donc un nain de cour. Cette notion de nain de cour, de nain que les puissants vont faire venir à leur cour pour des questions d'amusement, pour des questions parfois aussi de fonction. Il y a une réalité assez complexe. Vous avez vu, c'est moi qui endosse le rôle de l'historien de service, mais je ne vais pas monopoliser la parole. C'est quelque chose qu'on retrouve en fait depuis longtemps. En préparant un peu, on a Plutarque qui évoque lui déjà des monstres, des nains qu'on présente dans des foires. On a un empereur, alors dont j'ignorais même le nom, un empereur romain, Héliogabale, qui est un empereur du IIIe siècle, qui lui a une équipe de gladiateurs nains. Donc dans une logique vraiment de curiosité, j'ai envie de dire un peu morbide, d'exotisme, est-ce que ce type de fonction, c'est des choses qu'on retrouve et qui sont totalement absentes dans les représentations des cours, dans la littérature du Moyen-Âge? Alors, on les a... Alors, on a des témoignages de nains dans des cours médiévales. J'ai pris quelques notes aussi. Le nain, un nain à la cour d'Éléonore de Provence, la femme d'Henri III d'Angleterre, donc dès le XIIIe siècle, on a ce type de témoignage. Mais est-ce que c'est un motif de la littérature ou alors, pas du tout? Là, par exemple, en cherchant des nains, je lisais la première continuation de Perceval, et dans lequel je n'avais pas encore repéré le nain, et je remercie mon collègue Laurent Visser qui m'a indiqué ce nain hier soir. Toujours dans les bons coups aussi. Voilà. Et là, par exemple,
que arrive dans un château qui est apparemment désert, et le nain est en train de faire cuire un pan à la broche. Et que déjà il dit pas bonjour, il dit tu es laid et je vais manger ton pan. Et le nain est très fâché, il l'insulte et ils se battent. Et le propriétaire des lieux arrive en disant mais pourquoi est-ce que tu tapes mon nain? Et puis il dit il a été particulièrement désagréable, il m'a mal répondu. Et le maître des lieux, pour défendre son nain, donne un coup de broche à queue. Et il donne le pan au chien et il dit va manger avec les chiens. Comme ça. Et donc c'est le seul témoignage que j'ai trouvé d'un nain qui est vraiment rattaché en fait à un seigneur, et le seigneur va dire c'est mon nain. Voilà. Mais sinon je n'en connais pas beaucoup. Non, je recherchais aussi, mais c'est vrai que dans la littérature, c'est tellement associé à une fonction narrative bien précise qu'on va surtout s'appuyer sur ça. Et après, effectivement, il y a des pratiques de cours qui se développent, alors beaucoup aussi à l'époque moderne. À la Renaissance, effectivement, voilà, où ça va devenir beaucoup plus fréquent parce que ça fait partie de toutes les curiosités en fait. On va avoir ce goût pour la curiosité, une curiosité qui, effectivement, aujourd'hui nous surprend, on va dire, pour rester sur un terme un peu poli, mais avec cette idée d'exhiber des êtres qui sont considérés comme différents et donc objet d'une espèce de fascination un peu tordue. Hein. On peut parler quand même du nain qui est le bras droit du roi Marc dans Tristan et Isolde. Il n'est pas présenté comme le nain de cour au sens, comme tu disais, d'exhibition, mais c'est vraiment un peu un bras droit de Marc. Il est toujours là, il lui donne des conseils, il a des compétences d'astrologue. Et comme un peu merveilleuse, on ne sait pas trop. Voilà, figure merveilleuse, et puis il sait ce que font les amants, il les dénonce, il propose des ruses pour les attraper. Donc c'est un nain de cour, c'est vrai, lui il marche. Et non, c'est un nain, il vit à la cour. C'est un nain de cour. Un nain de cour, mais qui n'est pas donc, dans la fonction de monstration, mais ce qui est aussi ce qu'on retrouve dans la réalité. Hein, en la préparant, là encore, c'est quelques éléments historiques. Effectivement, on en retrouve beaucoup à partir de la Renaissance. Tu en as expliqué les raisons, c'est le développement des cabinets de curiosité. On recherche tout, hein, on a de l'argent, on s'intéresse à tout, on essaie d'avoir un savoir encyclopédique, et on cherche tout, et surtout ce qui est bizarre, pour le montrer, pour montrer aux autres qu'on a trouvé des choses plus bizarres qu'eux. C'est là qu'on a toutes ces licornes hein, que l'on va retrouver. On va chasser le narval pour avoir des choses à montrer. L'archiduc Ferdinand II, lui, hein, il a donc les aberrations les plus étonnantes des arts. Jusque-là, c'est assez simple encore, et de la nature. Et dans la nature, bien sûr, il y a plein d'animaux étranges, bizarres, qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a aussi finalement tous les êtres humains qui souffrent d'une malformation ou d'une autre, et qui vont être présentés. De peau. Oui, c'est pas une malformation. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses sur les malformations, ce qui intrigue, ce qui est bizarre. Hein, c'est une curiosité. Alors je ne sais pas si elle porteuse d'un jugement de valeur. En tout cas, elle est forcément extrêmement dépréciative pour celui qui la vit, parce qu'on est vraiment dans une logique qui est une logique d'exposition, et donc on réifie la personne, quoi. Elle n'est plus sujet, elle est un élément bizarre au même titre qu'un animal ou qu'un objet étrange. Elle n'a plus finalement de fonction d'humain dans ce cadre-là, quoi. On l'a réduit à ce phénomène d'exposition. Et ça, c'est quelque chose qu'on va garder pendant très longtemps, en fait. Parce on va avoir les freak shows, hein, les spectacles, ce qu'on appelle parfois des spectacles de monstres, où on va avoir des genres de cirque ou un carnaval un peu itinérant qui met en scène ou qui présente des fois même dans des cages ou dans différentes petites scènes des personnes qui vont être des personnes atteintes de nanisme, des personnes qui viennent d'autres contrées et qui donc ont un physique qui surprend pour les Européens ou pour les gens en Amérique ou des choses comme ça. Des personnes aussi, dans certains freak shows, on a des personnes qu'on dirait aujourd'hui en surpoids, voilà, considérées comme des monstres, des freaks, et donc on va venir observer comme, voilà, l'expression des monstres de foire. Voilà, c'est quelque chose d'un peu politiquement problématique aujourd'hui. Ça reste et c'est des choses bien connues dans la région, alors là plus avec les nains, mais
pas très loin d'ici, à quelques dizaines de kilomètres, mais à fond de notre château, il y a Clémentine Delay, femme à barbe, qui était très très connue au début du XXe siècle, et qui fait partie aussi, je parlais de l'archiduc Ferdinand II tout à l'heure, on a dans la collection bien sûr des nains, mais des gens souffrant d'hirsutisme, on va avoir vraiment toute cette tradition des choses un peu étonnantes. On est là dans une démarche qui est complètement différente encore de celle qui va être le nain bouffon, qui est présent aussi au cours, mais là où on est dans un rôle de l'amusement et où on confère aussi un rôle de la transgression. Souvent ces nains bouffons, on attend d'eux aussi qu'ils puissent être celui qui va être vulgaire, qui va dire ce qu'on ne peut pas dire, qui va choquer. Finalement, c'est le subterfuge pour s'amuser à dire ce que l'on ne doit pas entendre à la cour, mais on le fait porter par un tiers. On joue sur cette altérité. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on retrouve est-ce que, je sais pas, dans la littérature, les nains sont plus grossiers, ils sont colériques, ça on l'a compris, ça revient beaucoup, mais est-ce qu'ils sont plus grossiers, est-ce qu'on a des traits comme ça qui reviennent plutôt dans la littérature là, occidentale? On reviendra après du côté des mythes nordiques. Ce côté grossier, oui, revient régulièrement. Après, pas forcément associé à une notion de satire ou de vérité. C'est pas forcément ce qu'on va retrouver après, cette idée d'amuseur et qui va pouvoir aussi contester ouvertement le pouvoir par sa position, on va dire, privilégiée d'amuseur de cour. Ça, on n'a pas encore. On a simplement... voilà, les nains sont grossiers, ils sont méchants, en fait ils ont toutes les tares du monde et c'est pensé comme l'opposé du héros chevaleresque qui lui est beau et noble et normalement aimable, avec quelques exceptions comme effectivement qui n'est pas le plus poli qui soit. On sait qu'il y a des figures de fous de cour, puisque quand Tristan revient à la cour pour voir Iseult, il se déguise en fou, mais je ne crois pas qu'on ait des témoignages de fous nains. Et pour les cours qu'on a, les cours historiques, quand on a des témoignages de nains, par exemple le petit Hermann à la cour des comtes de Hainaut, on sait que c'était un homme de confiance de la comtesse, qui allait avec elle quand elle faisait des aumônes, qui lui prêtait de l'argent. C'était lui qui s'occupait de la ménagerie, donc il avait plutôt des responsabilités, et c'était pas un amuseur. On a effectivement ces deux fonctions, on va retrouver des rôles d'amuseur plutôt avec Triboul et Grandjean chez Henri II. On en a aussi plusieurs chez Catherine de Médicis, qui j'ai lu. Alors, ça va décevoir peut-être quelqu'un qu'on avait avec nous jeudi, Fanny Cohen-Moreau, qui disait qu'elle était fan de Catherine de Médicis, mais semblerait-il que Catherine de Médicis avait essayé de faire des expériences pour voir si les nains pouvaient se reproduire entre eux. Voilà, on découvre des fois des choses. Ça s'exprime comme ça peut. Voilà. Mais effectivement, le décalage du temps fait qu'on a quand même du mal à s'approprier certaines attitudes, expérimentations ou références. Alors dans la question de la curiosité, peut-être je peux ajouter une chose qui est dans le livre que j'ai présenté hier, Les monstres des hommes, qui est un catalogue de monstres du XIIIe siècle, de peuples monstrueux. On a deux peuples qui pourraient être apparentés à la question d'aujourd'hui. D'un côté, il y a les pygmées, qui sont donc connus au Moyen-Âge, qui sont connus et décrits par Pline, et qu'on associe aux grues, parce qu'on pense que les pygmées chassent les grues. C'est ce qu'on sait des pygmées au Moyen-Âge. Et donc un autre peuple de petite taille qui finalement vient enrichir le paradigme, et un autre peuple qui chez nous s'appelle ceux qui vivent peu longtemps, ceux qui vivent jusqu'à 8 ans, et qui est en fait une autre maladie qu'on appelle le syndrome de Benjamin Button, où des gens qui vieillissent très très vite et qui meurent à 5 ans, 8 ans, qui peuvent aussi être assimilés à des maladies autour de ces questions du nanisme, au Moyen-Âge en tout cas. Oui, le syndrome de la progéria qu'on va retrouver aussi. Je citais Bébé tout à l'heure, qui est décédé très tôt, puisqu'il meurt à l'âge de 23 ans. On nous dit qu'il devient irascible à la fin de sa vie. On trouve ce côté colérique, mais bon, la fin de sa vie, c'est à 23 ans. C'est quelque chose de très court. Ouais, puis encore une fois, quand tout le monde te traite comme un objet, ça peut agacer, je pense. Alors, avec Bébé, on est sur un nain de cours, 2 éléments à dire sur celui-là, parce que c'est le nain local, entre guillemets, Nicolas Ferry, qui il va être très bien traité par Stanislas, réifié quand même, parce qu'on reste quand même dans une fonction de présentation, mais on n'est plus du tout dans l'attitude insultante, laid ou gnome. C'était aussi un nain qui avait des proportions harmonieuses. Il y a plein de variétés de nanisme, et donc il y a la question de la proportion en fait.
Et effectivement, on va rechercher, enfin on voit que c'est vraiment un élément extrêmement clivant dans la relation au nain. Est-ce que c'est finalement quelqu'un en miniature, mais qui ne souffre pas davantage quelque part de malformation, auquel cas c'est beaucoup plus acceptable dans les mœurs de l'époque et on se l'approprie beaucoup plus. Et quand on voit les représentations de l'époque moderne, c'était pas le sujet ici, hein, mais Velázquez a peint beaucoup de nains et on en voit plein d'autres. On retrouve vraiment ces deux cadres très différents, de nains un peu esthétisés, et puis au contraire des nains qui relèvent plutôt ce que tu évoquais tout à l'heure, de la foire aux monstres, quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes, enfin dans les deux cas, il y a quand même une réification de, voilà, il n'y a plus de sujet, mais par contre c'est pas le même rapport. Je pense sur un phénomène contemporain aussi, où tu as la marche comme ça entre, on disait la foire aux monstres, ou une question corporelle, c'est dans le catch contemporain. En fait, soit on avait des personnes de petite taille qui accompagnaient d'autres catcheurs, comme un peu faire valoir et comme Bouffon par rapport aux catcheurs, ou même on faisait des combats de personnes de petite taille. Donc c'est aussi là la mise en scène. On retrouve les équipes de gladiateurs. Non, mais souvent sous une forme comique, donc le fait qu'on se moque parce qu'ils sont un peu maladroits, ou alors des fois avec des performances physiques importantes, et dans ce cas-là c'est l'inverse, c'est montrer que ils sont capables de faire des trucs quand même, et du coup c'est d'autant plus impressionnant parce qu'on les avait jugés d'abord comme étant incapables, enfin du fait de leur taille, voilà, donc, et on joue encore beaucoup là-dessus, alors plus dans les fédérations principales parce que justement la question morale s'est posée, c'était passé, mais dans d'autres fédérations ça continue. C'est même encore aujourd'hui, cette mise en scène, elle existe. Hein. On a tracé à très grands traits, hein, moi c'était aussi ce qui m'intéressait, hein, de voir l'ambivalence du terme, de voir les représentations hein, depuis le Moyen-Âge. Si on vient maintenant vraiment à la question, je dirais, partons dans l'autre sens, partons du stéréotype du nain dans la fantaisie aujourd'hui, à partir de quand on voit les éléments se mettre en place. On en a cité quelques-uns qui sont assez anciens quand même, hein, ce côté, alors sous terre, pas partout, irascible, on l'a cité à plusieurs, colérique, hein, mais quels seraient les stéréotypes si on devait résumer, que ce soit dans la fantaisie ou dans le jeu de rôle, Laurent, fais-toi plaisir, voilà les caractéristiques d'un nain de fantaisie aujourd'hui, maintenant qu'on a vu plutôt le parcours. Dans les jeux de rôle et notamment dans Donjons et Dragons, effectivement ils sont de petite taille, mais trapus. Souvent, ils ont vraiment cette consistance en rapport avec la terre et la roche, etc. Ils sont solides. Hein, donc, c'est certes plus petit, mais plus costaud. Souvent, oui, bourru quand même. Voilà. Mais c'est très calqué sur les nains de Tolkien. Hein, donc, ça vient, c'est de là que c'est principalement inspiré. Avec une longue barbe. Avec des longues barbes. On les retrouve, ces longues barbes, quelque part. Là, on sait d'où elles sortent, ces barbes. On arrive à les remonter, en fait, à se dire, mais qui est venu amener là-bas, parce que c'est Tolkien, parce qu'on en a des choses avant. Est-ce que vous avez une idée? Alors, on les a chez Tolkien. Je sais pas s'il y a des blanches. Je suis pas sûre, mais en fait, un des soucis qu'on a, c'est qu'on parlait des stéréotypes, des clichés, etc. C'est que dans une certaine branche de la fantasy, on est sur des sujets difficiles, hein, on va les aborder. Il y a aussi d'autres stéréotypes qui ont été associés aux nains, à leur représentation physique et à leur représentation morale. Et on va avoir aussi parfois une superposition de représentations stéréotypées antisémites associées aux personnages de nains. Et là, il y a encore tout un autre jeu de problématiques qui s'intègre, parce qu'on va avoir des personnages qu'on va associer à la forge, au métal, etc. et donc aussi rapidement à l'or. L'idée que les nains conservent des trésors, parce qu'on a tout cet héritage scandinave aussi d'histoire de nains associés à des anneaux en or, associés à des anneaux magiques, associés à des trésors. À des mines aussi, ils trouvent justement d'où ils font venir tous leurs trésors. C'est ça, donc en plus des idées de peuple qui vit aussi en retrait, qui va conserver un trésor, et après on va avoir tout un tas de stéréotypes justement physiques, avec la longue barbe, avec le long nez éventuellement un peu crochu, etc. Et donc on va avoir aussi tout un tas de représentations très problématiques aussi aujourd'hui à plein d'autres niveaux, mais où on va avoir tendance à rejeter sur la représentation du peuple des nains des stéréotypes de nos populations aussi contemporaines. Donc voilà, les nains, ça cristallise beaucoup de tensions très différentes. Non mais c'est vraiment intéressant cette entrée. Moi j'avais pas du tout cette entrée sur la dimension antisémite, et puis qui a pu livrer comme ça des caractères, et quand on se passe d'un point de vue historique, quoi, comprendre à partir de quel moment, comment sont construites les représentations, c'est très intéressant. Un truc comme ça, je sais plus.
Non, il y a plein de stéréotypes, mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je nuance un peu mes propos, mais c'est intéressant parce que on voit aussi que c'est des imaginaires qui évoluent beaucoup au fil du temps, avec des grosses influences. On a forcément parlé de Tolkien, mais il y a quelque chose de là plus récent dans les représentations, parce que dans les nains en tant que peuple de fantasy, aujourd'hui, on a une opposition très traditionnelle avec les elfes. Voilà. Alors autant au Moyen-Âge ou dans les textes scandinaves, on a des fois une forme de confusion, enfin c'est la même chose. Autant aujourd'hui, suite à Tolkien, suite à Donjons et Dragons, on est sur des populations très marquées, très différentes. Globalement, vous avez les nains qui sont petits, trapus, un peu irascibles, qui mangent de la viande, etc. Et vous avez les elfes qui sont grands, élégants, avec de jolis cheveux bien peignés, et qui mangent de la salade. Voilà, c'est les deux gros clichés, bien repris dans le Donjon de Nullbuck. On a tout de suite des pubs qui nous viennent en tête. Ben oui, voilà, forcément. Donc, c'est vraiment deux imaginaires qui vont cristalliser aussi, on va dire, une figure virile, Alexée du côté des nains, et une figure plus féminine, Alexée du côté des elfes. Voilà, ça cristallise des imaginaires pensés comme différents, pensés comme complémentaires, avec tout ce que ça implique de problèmes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces imaginaires évoluent en fonction des représentations. Et aujourd'hui, si vous regardez des films, par exemple, qui mettent en scène des nains et des elfes, les adaptations de Peter Jackson, que sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, par exemple, on a d'autres imaginaires qui se cristallisent parce que, écoutez les versions originales des films de Peter Jackson sur les adaptations de Tolkien, les nains parlent avec un accent écossais et les elfes parlent avec un accent anglais. Et c'est deux imaginaires très différents parce que l'accent écossais, on va associer ça à un peuple rustre. Les Écossais sont absolument charmants, mais bon, c'est l'imaginaire américain. Les Écossais seraient un peuple rustre, proche de la terre, etc. Alors que les Anglais sont beaucoup plus élégants, et c'est l'image des gentlemen anglais. Et du coup, aujourd'hui, on utilise ces stéréotypes, des clichés vraiment de peuple, je veux dire en 2025, pour reporter ça sur des peuples de la Terre du Milieu chez Tolkien, alors qu'il n'y a pas de raison que les nains parlent comme ça non plus. Il n'y a pas de raison qu'ils aient un accent avec ses R roulés et tout, mais tu veux que je parle c'est les blagues de World of Warcraft, les nains, je n'ai pas de problème d'alcool. Je bois, je tombe, je continue à boire. Pas de problème. Voilà. C'est des gros stéréotypes sur les nains qu'on va associer à certaines populations et donc à certains tempéraments aussi. Mais parce qu'on en fait des peuples. Là, tu vois, on n'est plus sur des individus, on est vraiment sur tous les nains sont comme ça, tous les hobbits sont comme ça, tous les elfes sont comme ça. Oui, on retombe avec on revient avec ces nains qui sont un peuple dans une norme. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout cette question d'être hors norme. On pourrait discuter, j'ai aucun exemple, mais vous en avez peut-être, de nains qui sont hors norme dans leur peuple, parce qu'un peu trop grand, parce qu'un peu... Je ne sais pas si ça, c'est des motifs déjà exploités dans la fantasy. Gimli qui vit une très belle histoire, on va dire, d'amitié avec Legolas, oui. Alors qu'on nous présente l'opposition entre les nains et les elfes, est-ce qu'il ne serait pas un peu hors norme? Je vous laisserai méditer sur... Gimli est-il hors norme? Les bondures un peu trop gros peut-être. Voilà. Concernant c'était la dernière question là que j'avais, c'était est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous connaissez de la littérature fantasy, justement, c'est cette période un peu de clichés fixés par Tolkien, repris dans elle commence à évoluer. C'est-à-dire, est-ce que les auteurs actuels, y compris dans le jeu de rôle, y compris dans le jeu vidéo, vous avez le sentiment que ça y est, on a envie de passer, ou en tout cas que certains se lancent dans la déconstruction un peu de ce stéréotype-là, ou pas du tout? Moi j'ai plein de choses à dire. C'est vrai? Alors je commence juste et puis après. En fait, c'est plus large que ça dans le jeu de rôle et dans Donjons et Dragons parce qu'ils sont en train de déconstruire toutes les races. Dans les dernières règles, en fait, il n'y a plus tous les bonus de caractéristiques qui étaient liés à un peuple en particulier. Ils l'ont enlevé de manière. Et puis aussi tout ce qui était bon, méchant, par exemple les orques, c'est plus forcément méchant, etc. Mais du coup, les orques sont pas forcément très forts alors que les halflings auraient un malus de force, par exemple. Ça, ils ont tout enlevé pour tout refonder. Donc, en fait, c'est sur tous les peuples qu'il y a cette sortie d'essentialisation. Alors ça c'est
beaucoup pour faire aussi du politiquement correct, hein, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin sur la question des races, ça reste Donjons et Dragons. Mais il y a ce travail-là qui avance doucement. Donc c'est pas propre aux nains, c'est propre au peuple. D'ailleurs, il parle de peuple et puis de race aussi. Hein. Donc c'est un changement sur les termes qu'on observe aujourd'hui. Où ils se veulent beaucoup plus inclusifs du coup, pour les nouvelles versions, en envoyant même un peu chier des fois les vieux joueurs, ce qui est très bien. Enfin, voilà. C'est pas qu'on les aime pas, hein, les anciens, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à râler un peu. Mais voilà, on observe vraiment cette évolution là, dans le monde du jeu de rôle actuellement. Moi j'avais juste un exemple qui était l'exemple du Chroniqueur de la Tour. Je crois que c'est un auteur qui se fait appeler le Chroniqueur de la Tour et qui a utilisé les catégories de Tolkien pour les faire correspondre à des peuples. Donc par exemple les elfes ce sont les Vénitiens je crois et les nains ce sont les Suisses. Donc ils sont un peuple tellurique et attaché avec des montagnes et attaché à l'argent. Donc encore une fois, ils utilisent les clichés en les transposant, voilà, avec évidemment une conscience du jeu avec le cliché. Et donc il réécrit les guerres d'Italie de François Ier avec l'intervention des Suisses qui sont en fait des nains. Voilà. D'accord, donc il y a une espèce de transposition. C'est ça. D'accord. Alors, on a aussi, voilà, il y a toute une tendance, clairement, Tolkien a lancé beaucoup de choses, et aujourd'hui, Tolkien et encore une fois Donjons et Dragons, hein, nos deux gros jalons sur ça. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'œuvres, je parlais forcément de The Witcher, hier, ce matin, parce que j'en parle tout le temps, mais dans oui, ça va, j'ai des problèmes. Dans The Witcher, on a gardé hein, un peu ces représentations, on a des peuples elfes, on a des nains, etc. Et on a aussi une forme de stigmatisation, mais qui va associer les nains et les elfes. En fait, on a tout un récit qui montre comment les êtres humains s'approprient le territoire, chassent ces peuples considérés comme anciens, les peuples des gnomes, des nains, des elfes, etc., jusqu'à les exterminer. Donc là, on a aussi toute une lecture liée à l'histoire de la Pologne du XXe siècle et comment on a cherché à éradiquer certaines populations aussi. Donc encore une fois, on s'imprègne de tout ça. Mais on n'a pas de description, on nous dit que les nains sont plus petits et que c'est des très bons forgerons, des choses comme ça, mais c'est à peu près tout. Par contre, après se pose toujours la question de comment on adapte tout ça. Et ça, c'est des débats qui reviennent régulièrement et c'est revenu encore très récemment parce que vous avez peut-être vu l'adaptation par Disney, l'adaptation en live action, enfin en prise de vue réelle de Blanche-Neige. Ils ont refait leur Blanche-Neige des années 30 en film, là, il y a quelques mois. Alors, on pourrait juger le film, il y a énormément de choses à dire, mais il y avait eu tout un débat parce que c'est l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, Disney a remis en scène des nains. Et là, c'est le terme qui est employé, avec des acteurs de petite taille, des acteurs atteints de nanisme aussi. Enfin voilà, il y a toute la question de comment on représente ça. Dans la série The Witcher par Netflix, les personnages du peuple nain sont joués par des acteurs atteints de nanisme. Alors de différentes formes d'ailleurs, enfin de différents types de nanisme si vous voulez. Donc voilà, et ça pose question, c'est que là on associe un peuple de fiction à voilà, des catégories très humaines et très contemporaines. Et là ça devient problématique, parce qu'on superpose des choses qui en fait sont très différentes. Les nains de la fiction, les nains de Blanche-Neige, les nains de The Witcher, de Tolkien, etc., n'ont en fait rien à voir avec les personnes atteintes de nanisme aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on a le même terme, et que quand on continue à avoir des représentations comme ça, ça pose problème de stigmatisation et de représentation. Et l'acteur Peter Dinklage, qui incarne justement le personnage de Tyrion dans Game of Thrones, était un petit peu monté au créneau en disant ça sert à quoi qu'on s'efforce de faire changer l'opinion publique, parce que lui il a joué plein de rôles aussi qui ne sont pas spécialement des rôles de nains, parce que c'est un excellent acteur et qui peut jouer plein de choses, et il se dit à quoi ça sert qu'on s'efforce à faire évoluer les mentalités pour que derrière il y ait une énorme machine comme Disney qui passe tout sous un rouleau compresseur et qui remette une pièce dans la machine de les nains c'est ça. Voilà, et c'est les lutins de Noël et c'est tous ces clichés qu'on va avoir dans les téléfilms de Noël, etc. Donc c'est aussi des problématiques très contemporaines, mais que là on va cristalliser sur des personnages de fiction et sur des populations qui en fait n'ont rien à voir dans la fantasy. Désolée, c'était pas la partie très fun de l'intervention, mais je me dis.
dans le Blanche-Neige. On va passer aux questions. Attendez, je vous donne le micro, on passe aux questions. Pardon. Dans le Blanche-Neige récent, ils sont pas justement en image de synthèse, les nains, et pas avec des vrais acteurs? Justement. Ah, il y a les deux. Parce que je l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment dire. En fait, il y a eu deux. Enfin, d'abord avec des nains, ensuite ils ont pris des acteurs de taille normale. Il y a eu aussi une réaction du coup des syndicats, enfin la fédération d'acteurs nains, et donc finalement ils ont trouvé cette solution de passer. Qui ne satisfait personne. Voilà, d'acteurs, c'est ça. Ouais, il y a eu, en fait, il y a eu plusieurs tollés successifs. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des acteurs nains, puis ils ont décidé de prendre des acteurs de grande taille. Finalement, où le résultat final, c'est l'image de synthèse qui ne satisfait personne. C'est très problématique. Ça pose beaucoup de questions et qui cristallise encore beaucoup de tensions en fait aujourd'hui. Les questions. Bon, du coup, bonjour. Du coup, alors, j'ai plein de remarques sur toute l'intervention. On part entre le Moyen-Âge, la représentation des souterrains au Moyen-Âge, qui en fait, alors, ça c'était une intervention l'année dernière qui était extrêmement intéressante. Au Moyen-Âge, les souterrains, en fait, ne sont pas explorés avant la fin du Moyen-Âge, puisque la mine, la mine n'est pas très développée. Donc, en fait, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas une association avec les souterrains. Il n'y a pas d'imaginaire, puisqu'en fait, on n'y va pas. On n'a pas forcément les moyens d'y aller souvent. On n'a pas un intérêt d'y aller. Et ce n'est qu'avec le développement du sel, de l'argent, qu'on va commencer à y retourner en fait. Donc ça c'est assez tardif, donc c'est pas surprenant. Mais je voulais revenir justement à Tolkien parce que on dit que Tolkien effectivement a posé un stéréotype avec les nains, mais quand on regarde le Silmarillion et quand on regarde les nains de Silmarillion, ils sont complètement différents. Il y a la figure de Mime. Et Mime, c'est le nain totalement crochu, totalement malsain, c'est le nain qui vole, c'est celui qui va précipiter la chute, c'est Doriath, si je me souviens bien. Donc, il y a vraiment les deux imaginaires chez Tolkien. Par contre, je ne sais plus comment passer l'un à l'autre, j'ai plus le lien de filiation en tête, mais il y a les deux. Il a joué avec les deux types de nains. Et je reviens sur le changement de Donjons et Dragons qui passe de race à peuple. Et ben, c'est Vincent Ferré qui récemment l'avait dit, je crois que c'était sur Blue Sky, qui avait dit que Tolkien ne parle pas de race, il parle de peuple. Depuis toujours en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il fait depuis toujours. Ouais, mais les premières versions de Donjons et Dragons, parce que c'est ça dont je parlais, on parlait de race. Mais c'est parce que c'est américain. Oui. C'est la différence entre le monde européen, où on a du mal à empaler le mot race, et le monde américain, c'est beaucoup plus démocratisé en fait. Voilà, encore aujourd'hui, même pour simplement désigner une origine. Ouais, c'est ça. Et le dernier truc, c'était sur la difformité. Je pense, enfin ça je sais pas trop parce que je pense à la figure de Vulcain Héphaïstos, qui est aussi du coup le forgeron, bossu, handicapé, parce que pour tout ce qui lui est arrivé. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion qui a été faite peut-être après coup, mais on a toujours vu la forge, le travail de la forge comme quelque chose qui cassait le corps en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça en fait, et c'est plus vieux du coup que les Scandinaves, plus vieux que les représentations plus récentes du nanisme. Et il y a clairement quelque chose qui s'est fait entre le problème physique du nanisme et le fait qu'on a toujours représenté le forgeron comme bossu, malade. C'est pas forcément le cas chez les Scandinaves. Les nains sont pas forcément difformes, c'est pas présent comme ça. Il y en a un qui, à un moment, on dit qu'il est petit, et c'est Alvis, mais c'est dans une autre histoire, il fait une joute verbale avec Thor. Et c'est encore une créature magique, parce qu'en fait, c'est lui qui se transforme en pierre à la fin quand le soleil se lève, c'est pas les trolls, ça c'est Tolkien qui l'a inventé. Mais on dit, en fait, il doit faire une joute verbale avec Thor, parce que, en fait, on lui avait. Quand Thor n'était pas là, on avait promis la fille de Thor en mariage à ce nain, et puis Thor, quand il revient, il n'est pas d'accord, et il dit, de toute façon, t'es trop petit, donc tu vas devoir faire une joute verbale avec moi pour pouvoir mériter ma fille. Et en fait, il arrive à le faire. Comme Alvis, en fait, ça veut dire celui qui sait tout. En anglais, c'est all wise pour les étymologies. Et ben en fait, il va attendre, il va le faire parler jusqu'à ce que le soleil se lève, et là, il se transforme. Donc on est encore une fois dans la créature fantastique, mais créature de la nuit, du coup, puisqu'elle ne peut pas... elle ne peut pas voir le soleil, et donc encore une fois lié à la mort aussi. Donc on se demande si ça peut être symbolique pour parler de la mort de la fille de Thor. Enfin voilà, il y aurait plein d'interprétations possibles. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. J'aurais une question, est-ce que tous les nains de cour comme bébés étaient considérés comme des fous du roi, qui pouvaient se permettre tout, justement, envers leur seigneur? Non, il y a une diversité. Non, mais tu as la... Vous m'entendiez, d'accord, j'ai cru qu'il n'y avait pas de micro. Il y a vraiment une diversité, alors on l'a esquissé, il y a une diversité déjà dans les fonctions qui leur sont confiées. On a un des nains qui vraiment vont avoir... Alors, ils ont rarement des charges officielles, mais par contre, ils vont avoir des responsabilités.
ça va pas être des charges qui sont des charges réservées à la noblesse ou autre, mais on peut leur confier des responsabilités, comme on peut avoir vraiment des nains qui sont plutôt l'amuseur, le bouffon, celui qui porte la transgression. Et il n'y a pas de règles. On a vraiment les deux, quand on regarde un petit peu pour la période, on va dire c'est le 16e, 17e. Hein, au début, en tout cas en France, au début du 18e siècle, vraiment les nains disparaissent. On va même interdire la présence de nains de cour, c'est-à-dire de nains voilà, pour la représentation. En Lorraine, qui n'est pas dans le royaume de France, hein, à cette époque, au 18e siècle, Stanislas va donc conserver bébé. Il va faire venir un autre nain de poète qui s'appelait Joujou, et qui va d'ailleurs beaucoup... C'est le nom infantilisant, bébé Joujou. Alors il s'appelait en fait... Deux remarques intéressantes. Le Joujou s'appelle en fait Joseph, et puis il avait un nom polonais, donc je pense qu'il y a vraiment une simplification. Donc bébé, en fait, bébé, ça naît. En fait, c'est le surnom de ce nain qui va devenir, hein, le terme bébé qu'on a dans notre langue de tous les jours n'existe pas. Vous prenez le TLF, vous cherchez l'étymologie, c'est Stanislas qui désigne son nain sous le terme de bébé, et qui va devenir ce mot de la langue commune pour désigner le nouveau-né. Mais ça n'existe... En fait, on parle de nouveau-né, on parle de nourrisson, on parle de plein de choses, mais il n'y a pas de bébé au Moyen-Âge ou à l'époque moderne pour désigner un jeune enfant, un nouveau-né. C'est vraiment un terme qui est en fait très récent dans la langue. Alors ça ne veut pas dire que le terme il est... parce que voilà, c'est 2 syllabes qu'on s'amuse à répéter, hein, c'est pas un terme qui grandit, mais c'est l'origine étymologique de ce terme. Ça veut dire que le terme anglais de baby vient de bébé comme... Ça je ne sais pas du tout. Ça, on va regarder l'étymologie. En tout cas, en français, dans le trésor de la langue française, hein, on n'a vraiment rien de plus ancien. Alors, est-ce que c'est Stanislas qui reprend de l'anglais ce terme de baby pour faire bébé? Je ne sais pas, mais en français, on n'a pas dans le trésor de la langue française d'occurrence plus ancienne. Donc voilà, sujet à creuser, si certains en trouvent des occurrences. Vianney Muller de l'Académie française des Non, pas du tout, absolument pas. Juste pour revenir sur votre question, il y a une exposition sur les fous au Louvre il y a quelques mois qui était vraiment intéressante, avec une partie sur les fous de cour, et ils expliquaient qu'il y a les fous naturels, ce qu'on appelle les fous naturels et les fous non naturels. Donc les fous, ceux qui sont naturellement fous, ce sont ceux qui ont soit justement des problèmes physiques, des difformités, ou ceux qui ont des problèmes mentaux, qui sont, donc on est là pour les exhiber ou parce qu'ils disent un petit peu n'importe quoi. Et puis certains finalement tiennent un discours spirituel auquel on s'habitue, et ensuite on va chercher ce qu'on appelle des fous non naturels, donc qui ne sont pas physiquement prédestinés en quelque sorte à ce type de choses, mais qui ont un discours spirituel, et en fait on va les choisir pour ça. Et ça c'est un changement qui va se faire autour de François Ier, un petit peu avant Louis XII, François Ier. La dernière question, désolée. Merci, pardon d'avoir la dernière question. D'un point de vue des contes chansonneurs fricassins, finalement, est-ce que j'ai pas souvenir, enfin j'ai vu un téléfilm, j'ai pas souvenir que l'acteur choisi avait été particulièrement petit par rapport à l'héroïne, et je crois que j'ai pas vu le conte, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait de vraies démarcations par rapport à son physique. Il porte ce nom de nain, mais sans en avoir les critères comme on le voit chez Tolkien ou autre. C'est ça, là on est plus sur le nain presque inspiré, enfin c'est l'héritier aussi de la littérature médiévale dans ces contes qui sont d'abord de tradition orale et ensuite qu'on va mettre par écrit, notamment 16e, 17e siècle, etc. Et on a globalement une superposition entre le nain Tracassin et son autre nom qui est Rumpelstiltskin. Voilà, généralement c'est la même figure, même si après il y a eu des variations. On le présente, enfin, on nous dit que c'est un nain, mais effectivement il n'a pas ces caractéristiques. On nous dit parfois qu'il est petit, mais on peut surtout, enfin on va surtout insister sur le fait qu'il vienne d'un autre monde, qu'il soit un peu, voilà, et qu'il soit dangereux d'une façon ou d'une autre, parce que il est celui qui va permettre de faire des échanges, qui va permettre de tromper aussi son monde. Et là, c'est plus ce qu'on va avoir avec différents peuples féeriques qu'on pouvait évoquer, qui vont passer des contrats globalement et qui ont toujours plus ou moins une façon de tromper les personnes avec qui ils font des contrats. Et là, en fait, c'est une logique qu'on a très chrétienne, c'est l'image du diable ou des démons qui vont chercher toujours à piéger les êtres humains. Et en fait, le nain Tracassin, il est plus dans cette logique-là, plutôt que pas du côté des nains de Tolkien, par exemple.
Ça sera le mot de la fin, puisqu'il faut qu'on libère la place. On peut remercier chaleureusement les intervenants. Merci.